Bonjour Sylvie Lebresse. Bonjour Claude Govard. Écoutez, vous êtes ici pour que je vous présente d'abord, à la suite de ce livre Conjurer la dissension religieuse, la justice du roi face à la réforme, 1555-1563, Champvallon, 2020, 471 pages, s'il vous plaît, avec index, glossaire, carte, tableau et pièces annexes. Donc un vrai livre de recherche historique présenté dans le cadre du Salon du Livre. Sylvie Lebresse, vous êtes ingénieure de recherche au CNRS, habilitée à diriger des recherches, donc déjà au top de la carrière, et vous appartenez au centre Roland Mounier, laboratoire de Sorbonne Université, spécialiste effectivement du XVIe siècle, et plus précisément des archives du Parlement de Paris. Ce livre, donc Conjurer la dissension religieuse, n'est pas une nouvelle histoire des guerres de religion, mais celle du travail de la première chambre de justice, de la première cour de justice du royaume, le Parlement de Paris, face à la religion réformée, au moment où éclate en 1562 la première guerre de religion qui se termine par l'édit d'Amboise de 1563. On peut rappeler quelques dates quand même pour nos auditeurs, pour préciser les événements. C'est en 1517 que Luther publie, affiche ses 95 thèses qui fondent la religion nouvelle. En 1534 qu'éclate l'affaire des placards en France, qui montre la propagation rapide des idées et des adeptes de la religion réformée à Paris et dans plusieurs villes de province, dont Meaux, hein, hostilité à la messe, au pape, au clergé, accusés d'être corrompus, etc. Des clans aristocratiques se forment, l'Église catholique face au Condé, plutôt favorable à la religion réformée. Une psychose de peur s'installe. Le 1er mars 1562, une centaine de protestants sont massacrés à Vassy, peut-être sur ordre du duc de Guise, et c'est le début de la première guerre de religion. Comment la justice peut-elle réagir quand la violence l'emporte sur la raison? Quelle place peut-elle avoir face à ces débordements? Voilà les questions que traite ce livre. Et ma première question sera de vous demander pourquoi vous avez choisi cette période très précisément, avec une question concomitante qui est logique. En quoi les sources que vous avez consultées vous ont semblé pertinentes? Alors, je vous remercie pour cette présentation, Claude. Alors, donc une première explication essentielle, effectivement, sur le choix de la période chronologique. Alors, donc, comme vous l'avez expliqué, donc les années de la fin du règne d'Henri II voient s'accélérer la rupture religieuse entre catholiques et protestants. Donc, grâce à une source judiciaire, je me suis demandé s'il était possible de suivre les mécanismes qui conduisent donc à la constitution de partis antagonistes et à une épouvantable guerre civile en France. Alors, répondre à cette question a été le défi que je me suis lancé il y a plusieurs années déjà. Et j'ai décidé à ce moment-là d'exploiter les archives criminelles du Parlement de Paris. Oui. Ce faisant, je n'ai pas été original, j'ai marché sur les pas de saveux devanciers qui sont essentiellement des historiens américains qui ont été les premiers à utiliser ces archives criminelles Alfred pour Soman, aborder par la exemple. question religieuse. Alfred Soman, par exemple. Alfred Soman, Barbara Diffendorf, Ouais, William ouais, Monter, voilà. notamment. Donc, alors, l'importance du corpus que représentent les archives du Parlement rendait impossible de parcourir tout le règne d'Henri II, ce qui m'a obligé de faire le choix d'une séquence chronologique courte, soit un peu moins de 8 années qui précèdent la première guerre de religion et qui l'englobe aussi. Alors, donc l'étude s'étend de juillet 1555 Oui. à avril 1563, soit depuis la paix d'Augsbourg, qui admettait le passage à la réforme d'une grande partie des États allemands, jusqu'à la paix d'Amboise de mars 1563, qui mettait un terme à la première guerre de religion française. Donc la source principale, elle est constituée par les registres d'arrêts criminels du Parlement de Paris, soit la série X2A des Archives nationales, qui sont des gros registres en parchemin que vous connaissez très bien, hein, Claude. Le plus volumineux dans la période que j'ai étudiée compte 850 feuillets. 850 feuillets. Ouais. 850 feuillets, c'était le plus gros.
Oui, Donc, ces registres donc, contiennent des arrêts rendus sur appel devant le Parlement, mais aussi des poursuites menées par le Parlement lui-même à la requête du procureur général. oui. Donc, mais ces registres ne disposent d'aucun index. Il Non, faut donc, hein, vous le savez très bien, pas qu'il faut pas lire d'index. chaque feuillet pour extraire les actes qui intéressent votre sujet. Donc, comme vous le devinez, ça demande beaucoup de temps. Voilà. Donc, à la différence donc, de mes devanciers, j'ai tenu à consulter les primitives du Conseil de la Tournelle, qui sont donc une relation de l'ultime interrogatoire. Mais donc, ces textes qui sont écrits à la hâte, hein, qui sont une écriture très cursive, hein, très difficile à lire, donc j'ai essayé de les lire. Je n'ai pas réussi à tout lire, mais j'en ai réussi à lire quelques-uns et ils ont apporté des éléments nouveaux. Alors, toute la difficulté, effectivement, des sources judiciaires, c'est de rassembler les morceaux de procédure qui sont complètement éclatés dans les différents registres d'arrêt, minutes du Conseil, Tout à fait. minutes d'arrêt criminel. Oui, Donc, et c'est comme reconstituer une sorte de puzzle. Donc, voilà, c'est… tout à fait. Et vous l'avez fait pour une série d'actes, hein, pour Oui, une série de faits qui oui, sont autant de micro-événements qui sont arrivés au cours de la période. Alors, ces archives du Parlement que vous venez de décrire, qui sont conservées dans la fameuse galerie du Parlement, qui sont parmi, alors je le dis quand même une nouvelle fois, probablement les plus belles archives d'Occident en termes de justice, parce que le Parlement, qu'est-ce que c'est? Rappelons-le, c'est la première cour de justice du royaume, hein, depuis le règne de Saint-Louis. Bon. Elle juge en appel pour l'ensemble du royaume et en première instance pour un certain nombre de cas ou de personnes. En quoi est-elle alors qualifiée pour juger de l'hérésie? alors, Parce que c'est un problème. oui, tout à Normalement, fait. Alors, normalement l'hérésie, elle est jugée par les cours oui, d'église. oui, tout à fait. Ben justement, je vais en parler. Le droit canon, d'ailleurs, considère l'hérétique comme Ouais, un fauteur de trouble, car il vient jeter le trouble dans la société. ouais, Or, tout ce qui trouble la paix du royaume relève de la justice royale, et il en est ainsi depuis le premier Capétien. Donc, c'est la raison pour laquelle la justice royale, donc celle rendue par le Parlement de Paris, retient la compétence, entraînant scandale public ou trouble populaire. c'est ça. Donc, Donc c'est le c'est par le roi. biais, si je vous arrête à 30 secondes, juste pour qu'on comprenne bien, c'est par le biais de la violence, par le biais du Oui, désordre, oui, que le Parlement est arrivé tout à à fait. juger de l'hérésie. Tout à Parce que fait. l'hérésie en tant que telle, n'est-ce pas, relève de la foi, bien sûr, et par Mhm. conséquent des tribunaux ecclésiastiques qui existent encore, bien évidemment, et du pape. Donc, et de l'Inquisition. Donc, on a, si vous voulez, là, une mainmise, en quelque sorte, du Parlement sur l'hérésie. Mais alors, comment prend-il ces décisions, ce Parlement? Alors, N'y a-t-il pas une contradiction entre la réalité des violences, qui sont des faits, évidemment, qui se passent dans un temps très court, et la décision du Parlement de donner des arrêts? Est-ce que votre livre montre très bien, me semble-t-il, justement, cette distorsion entre un temps court, qui est celui d'événements de la rue, éventuellement, et le temps long de la justice? Est-ce que vous pouvez nous donner un seul exemple, parce que le temps passe, évidemment, oui, donc oui, un seul oui. exemple de cette distorsion entre le temps court et le temps long de la justice, le temps Alors, court de l'événement et le temps long de la justice? je vais choisir un exemple qui se passe à Beauvais Oui, très bien. en avril 1561. Oui, Donc, plusieurs des habitants de Beauvais sont appelant du prévôt des maréchaux qui les a emprisonnés dans les prisons de l'évêque sans charge ni information. Alors, oui, que s'est-il passé? Les appelants expliquent qu'ils ont d'abord dénoncé à l'official les agissements d'un nommé Adrien Fourré, oui. qualifié de malsentant de la foi, Donc, pour on avoir est en tenu des pleine. propos Pardon, je vous scandaleux. interromps 30 secondes là. Donc, on est en Oui, pleine légalité. C'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est oui, le tribunal ecclésiastique, l'officialité, qui oui, va d'abord les avoir en prison. oui, Donc, voilà oui, un premier point. Oui, oui. Et donc ce Adrien Fourré, pour avoir tenu des propos scandaleux, il a organisé aussi une assemblée illicite dans sa demeure voilà, avec l'official. voilà. Donc, vous voyez, et autre officier de la maison du cardinal de Châtillon, évêque de Beauvais.
Alors, le 7 avril, un marchand de la ville a été tué à la sortie de cette maison de Fourré. Voilà. Donc, c'est une action donc, qui a suscité la réaction du menu peuple qui a homicidé Fourré avec l'aide du bourreau. Donc, les suppliants sont envoyés devant le Parlement et ils affirment qu'ils n'y sont pour rien. Suite à leur requête, 2 conseillers du Parlement sont envoyés sur les lieux pour enquêter. Voilà. Alors, rapidement, c'est le roi qui évoque l'affaire à lui. Bien sûr. Et c'est l'historien Jacques-Auguste de Thou, qui est fils du premier président du Parlement de cette époque, qui nous informe donc de la suite judiciaire. Le maréchal de Montmorency, gouverneur de l'Île-de-France, est chargé de l'enquête. Alors, 2 hommes sont jugés, l'un est serrurier, l'autre est le bourreau, hein, dont j'ai parlé, qui fut puni pour avoir procédé à une exécution sans ordre des magistrats. Donc, il n'y eut pas assez de preuves contre les autres, il fut prononcé seulement en plus ample informé. Mais, vous voyez, tandis que la foule à Beauvais se fait justice hein, en lynchant un homme sur un simple soupçon, la justice, elle, mène de longues enquêtes et voit des preuves tangibles. Donc, c'est ainsi, il me semble, que insensiblement le fossé grandit entre les juges et certains justiciables qui veulent une action immédiate, sans appel, contre ceux qui favorisent la propagation de la réforme. Voilà, ce qui est intéressant dans votre livre, parce que là vous donnez un seul exemple, mais il y en a une multitude, hein, ça fourmille d'exemples. C'est justement comment dire, cette distorsion, je répète, je reprends ce mot, entre une justice qui cherche les preuves et qui ne perd pas ça de vue, avec enquête, témoignage, et ensuite on rend l'arrêt le plus, comment dire, le plus juridiquement possible, hein, en se conformant à la loi, d'où l'idée qui a été développée que le Parlement pouvait être beaucoup plus laxiste qu'on ne l'imaginait, car vous donnez dans votre livre, vous comptez 28 exécutions capitales sur 1317 prévenus. Comme vous êtes quelqu'un de très scrupuleux, vous dites qu'il y a probablement quelques erreurs sur les 28, donc vous rajoutez un petit peu à la louche, et ça fait à peu près 4 à 5 exécutions par an pendant la période que vous considérez, c'est-à-dire entre 1555 et 1563, ce qui est une relative clémence. Comment est-ce que vous l'expliquez? Et ça sera notre conclusion. Alors, comment est-ce que vous l'expliquez? Il faut d'abord distinguer 2 temps. 2 temps pendant cette période, hein, c'est ça, 2 faits importants. Donc, pendant les dernières années du règne d'Henri II, ce que le Parlement, donc, c'est la sévérité hein, qui est prononcée, mais c'est surtout une procédure très longue avec des détentions. Voilà. Ce que veut le Parlement, c'est de ramener l'accusé à la foi catholique. Et donc, la procédure est longue, hein, comme vous le dites. Il y a des interrogatoires répétés. Pardon, excusez-moi, avec l'idée, je crois que très importante que vous venez d'évoquer, c'est qu'il faut réformer, au sens, non pas protestant, mais au sens catholique du terme, c'est-à-dire faire en sorte que l'Église soit meilleure, hein, parce qu'elle est en partie responsable de ce qui arrive, et puis réformer l'individu, parce qu'il peut toujours se racheter. C'est-à-dire que finalement, le Parlement applique Saint-Augustin. Oui. L'homme est toujours perfectible. Voilà. Oui. Donc, il y a quand même, bon, et ça, votre livre le montre très, très bien, il y a à la fois des raisons, comment dire, des raisons juridiques, des raisons institutionnelles, parce qu'il faut maintenir la justice, il faut aussi suivre les lois du roi. Hein, oui, qui, dans la deuxième partie, effectivement, demande à être plus clément. Hein, et puis, il faut aussi, et ça c'est la grande vue du Parlement depuis finalement pratiquement son origine, hein, il faut effectivement que le criminel soit quelqu'un qui puisse être racheté pour Dieu. Voilà. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc c'est une institution tout à fait passionnante. Moi, je ne peux que vous remercier. Je l'ai lu, vous voyez que je l'ai lu, annoté. J'ai au moins 25 pages de notes. Hein, et je pense que c'est une lecture extrêmement profitable pour réfléchir à ce qu'est la justice, ce que doit être la justice,
Et vous, d'une certaine façon, vous réhabilitez la justice d'Ancien Régime. Et je pense que c'est une, comment dire, c'est une façon de réfléchir de façon plus générale au but que doit se donner la justice. Et je vous remercie beaucoup, au nom de notre association, d'avoir écrit ce livre sur lequel nous terminons, je le remontre encore, Conjurer la dissension religieuse, la justice du roi face à la réforme, 1555-1563, chez Champvallon. Merci beaucoup, Sylvie Daubresse. C'est moi qui vous remercie.